bonjour à tous, il est 12h30, nous sommes le 1er décembre, donc déjà le 1er décembre. Et aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous avons différents sujets dont on va traiter. On va parler de la réunion qui a eu lieu en lien avec l'équarrissage, donc l'usine d'équarrissage du Lamentin, où les riverains ont pu avoir gain de cause. On reviendra sur l'ouverture du pont de la rivière Source, donc sur Trois-Rivières, entre Trois-Rivières et Capesterre-Belle-Eau, donc cette ouverture de pont qui permet de désenclaver toute une partie du sud Basse-Terre. On reviendra sur la fête de Saint-André qui s'est déroulée donc dans la paroisse de Morne-à-l'Eau avec l'évêque qui ont permis justement aux habitants de Morne-à-l'Eau de pouvoir célébrer leur saint patron. Au niveau des invités aujourd'hui, nous avons déjà sur le plateau donc Ismar Auguenin et Jacques Davila qui parleront de l'eau en toute sauce dans la chronique. Différents sujets seront abordés en lien aussi avec la réunion et le débat qui a eu lieu hier. On parlera aussi avec donc Samuel Casomont du parcours Toltec. Donc c'est un concepteur thérapeute qui va nous parler de son approche d'accompagnement. Et avec Myriam Baldus, on verra le spectacle Fosse à Casa, donc une artiste slameuse qui propose un spectacle. Donc voilà pour les invités du jour. Alors on va démarrer par le premier sujet. Il s'agissait de la réunion qui a eu lieu justement en lien avec l'équarrissage. Les habitants de la commune du Lamentin s'étaient pleins d'odeurs nauséabondes et justement une rencontre a donné suite à la fermeture de cet établissement. On va voir un reportage avec Michel Depape. Une grande satisfaction de voir que quand le maire et la population sont ensemble, ça peut donner des résultats. La population demandait la fermeture immédiate ainsi que la municipalité de Lamentin. On a pu l'obtenir. Et je remercie bien sûr les services de l'État qui tout de suite ont compris la souffrance et la douleur de la population lamantinoise et qui tout de suite a mis en place un process pour répondre aux besoins de la population lamantinoise et pour répondre aussi aux besoins de la filière. Puisque on sort une solution, personne ne perd. La population aujourd'hui ne sera plus polluée, mais la filière viande continue à produire. Donc l'idée de cette réunion, c'était véritablement de poser tous les problèmes sur la table et d'envisager, et vous l'avez vu avec la région, avec le département, mais aussi avec l'ensemble des services de l'État qui m'accompagnaient, de poser à la fois les bonnes questions sur quel devenir pour cet équarrissage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé, ça a été accepté par l'ensemble des partis, de proposer au préfet qu'il a accepté une fermeture administrative de l'établissement, le temps que l'on réalise un audit, à la fois un audit de la structure de l'équarrissage pour savoir s'il est correctement construit, correctement conçu, mais également un audit du process de traitement des déchets pour comprendre pourquoi, malgré tous les efforts qu'a pu faire l'établissement d'équarrissage, eh bien on a toujours des mauvaises odeurs ou parfois on a des effluents qui sont pollués et qui risquent de polluer les rivières ou les ruisseaux. Nous avons eu une très très belle réunion concernant ce problème. L'État, le département, la ville du Lamentin et la région, nous avons pris des dispositions pour qu'on puisse lancer un audit de manière à ce que nous puissions trouver des solutions pour arrêter ces nuisances pour les riverains, pour les écoles, mais en même temps protéger aussi les emplois du SEG, mais aussi des bouchers de la Guadeloupe. Donc avec la DIAL qui a fait des propositions, nos régions, départements, aux côtés de la ville et de l'État pour pouvoir financer l'audit. Et si par la suite il y a des travaux pour mettre en conformité totale cette usine, j'ai expliqué effectivement que nous avons aussi des fonds que nous pourrons investir pour les accompagner. Les Lamantinois savent que leur maire a toujours été avec eux sur ce dossier-là dès le début. Je n'ai pas voulu que cette usine s'implante à Lamentin, là où cette usine s'est implantée. Il est nécessaire d'avoir une usine comme ça en Guadeloupe, mais j'ai toujours dit que l'usine était mal placée. Par contre, quand je suis arrivé en 2014, il était trop tard, puisque les constructeurs avaient déjà toutes les autorisations. Quand on est maire, on est certes maire, mais on n'est pas tout puissant. Voilà, donc cette fermeture administrative permettra justement de faire le point sur ces structures qui peut ne pas être aux normes justement. Et on va enchaîner avec notre chronique de l'eau en toute sauce et nos deux chroniqueurs, donc Ismar Auguenin et Jacques Davila. On lance le générique.
est-ce que ce serait possible de faire un petit point justement de la situation de l'eau, lié aussi au débat que vous avez pu avoir et au copil réunion qui a eu lieu par rapport à problème de l'eau en Guadeloupe? À tout seigneur, tout honneur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je préfère que mon ami Ismar, qui a été absent, commence. Bienvenue Ismar. Bonjour tout le monde. Alors, on dit déjà, dans le cadre même pour le de l'eau, là, dit un petit mot qui choque moi parce que son usage qui téléphone moi et quasiment il a crié, il y a une fuite à de l'eau important en dehors. Enfin, compter en la rue là donc, et il a crié SMGAG pour dire, mais il y a une fuite pour venir réparer ça. Qui surprise a été découvert que mon nègre répond à son qui en France. C'est excessivement grave. Et son monde sérieux qui dit moi ça, ici les événements, il dit moi ça. On l'a répondu en France et on l'a dit oui en France. Alors nous ça a choqué nous de vrai que usagers de l'eau en Guadeloupe payé mon en France pour répondre au téléphone parce que mon n'a pas été aller effectivement réparer là. Deuxième problème effectivement nous avons des baillets très intéressant de dire là, mais ça qui il faut appeler moi un débat là. Nous avons toujours les mêmes butins, mais pas si Jacques découvert mes dingues. En fait, un débat là, pas vraiment pour perspective. C'est ce qui intéresse les gens qui perspective pour sortir de la crise parce que nous avons une crise à service de l'eau et assainissement depuis longtemps. Oh, c'est vrai, nous tentons de monde parler. Nous on envoyé il parlait compétences il était clair aussi M. Abeli que ça dit là effectivement non seulement il était ça mais il était réaliste il dit bien que El Capité dit en 2009 qu'il faut construire un réseau neuf. Et il explique pourquoi son technicien il a dit bon, pourquoi réparer par mesure. Depuis plus de 10 ans, nous avons abouti, nous pas avancer. Si nous faisons un investissement de base, effectivement, peut-être quoi mais il faut sortir dans le système de la nuit là. Alors ça qui est important. Alors, entendez bien, qui est grave. Parce que sinon, on constate, tout le monde peut faire en Guadeloupe, de l'eau à robinet, nous pas bon en Guadeloupe. De l'eau pas bon, son réalité pas bon. Pour te sauver, pas bon. De l'eau pas j'ai bon, quelle que soit l'analyse. Pourquoi? En dehors des problèmes de bactéries coliformes et Escherichia coli qui ni, la matin en particulier, parce que nous sommes contaminés Escherichia coli la matin de l'eau du robinet. Donc, et malgré pas il a baigné. Et c'est tout bas pour soigner ça. Deuxième bitin, c'est que de là pourquoi il n'est pas bon, en dehors de problèmes graves comme ça, de chlore comme Gikani, et bien souvent on voit excès de chlore, excès d'aluminium et d'autres problèmes comme ça. Et l'ARS a dit, on peut brailler. Comprenons. Donc, pour nous, on n'a rien si pour la qualité de l'eau là. Deuxième bitin, nous voyons des gens qui essayent d'aborder question le service public. Parce que question de l'eau potable, l'assainissement, c'est service public. Oh, on service public des règles, des modes de fonctionnement, des principes. Oh, on ne pas respecter. Nous on continue à signer à service public là. Nous avons une égalité des citoyens devant ce service là. On voit le désordre dans l'eau. Et nous avons fait des tours d'eau, expliquer ça. On ne peut pas couper de l'eau à monde pour d'autres monde de l'eau. Bien sûr. Alors, là-bas, pas si vous appelez ça, là-bas, il déchets des bombes. Là-bas, c'est le directeur de l'office de l'eau. Et souci à que l'office de l'eau a occupé effectivement la protection et effectivement restauration des milieux aquatiques. Pour en fait que les milieux, protection de l'eau, les milieux aquatiques, etc. Et c'est le faux septique du SMGAG qui abîme le milieu aquatique. Alors, attends, je viens qu'à finir ça. Et il baille un chiffre qui a subsistant. Il dit qu'il faut prélever 110 millions de mètres cubes. Oui. Bon, nous savons combien il va à les usager 30 millions. 30 millions. Lui-même, ce chiffre-là. Oui. Les pertes sont bien importantes. Alors, combien de temps après? Parce qu'on l'aide de Casini 50% de pertes. Mais là-bas, dit, il faut prélever. Et c'est grave. Parce que toute l'eau là qui pète là, en bitin, c'est parce qu'on va sécher. Parce que là, on va prendre de l'eau. Parce que là, c'est protéger les milieux aquatiques. Mais là, on va prendre de l'eau à demi. On va sécher, on va faire un bitin. Parce que l'homme passe être, il casse vieux de l'eau, non pas que l'autre. Les arbres, tout le monde a besoin de l'eau là. Or, de là, on va prendre 110 millions, et il va gaspiller, il va appauvrir ces rivières là, ces cours d'eau là, et il va gaspiller dans la nature comme ça.
on l'eau capable par évaporation, on l'eau capable etc. Donc, le premier bilan de visite, alors que vous après ça, on va laisser chaque exprimer, mais moi, on pas avoir une perspective pour nous sortir en crise là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de projet de remplacement de canalisation, il n'y a aucun. Nous ne savons pas, en dépit de ce qu'a pu dire le président et les autres qui ont fait des promesses qui ne tiendront pas, pour une raison toute simple. On vient de voter le budget du département avec toutes sortes de promesses. J'ai dit sur notre chaîne que, et ça a été confirmé, que la notation financière a été abaissée. Ça veut dire restriction de vos crédits et élévation de vos taux d'intérêt. Ça a été reconfirmé depuis avant-hier. Le budget du département de la Guadeloupe est contraint. Un budget contraint, c'est un budget que l'on resserre sur instruction des organismes contrôleurs. Premier point. Deuxième point, quand on observe les comptes que j'ai faits à Bruxelles hier en visioconférence, vous découvrez avec stupéfaction que les gens qui vous racontent toutes sortes de choses depuis, bon, fait bien demain, on va raser gratis et ce sera très propre. Je vais même mettre de la lanoline après le rasage. Il y a 126 millions d'euros dans un pays sous-développé affectés à la Guadeloupe qui ne sont pas consommés. Rien que sur le fonds social. Il y a le fonds pour la pêche qui n'est pas consommé. Vous avez 46 millions sur le FEDER, alors que dans un mois, il a fallu que le député de l'Outre-mer, Orville, fasse une intervention pour qu'on n'ait pas le dégagement d'office, pour que l'on envoie jusqu'à juin. Parce que nous sommes en retard, comme d'habitude, ne pas faire, bon comme ça. Il faut qu'on arrête ça. Nous sommes dans une institution nationale qui elle-même est membre d'une institution internationale qui s'appelle l'Europe, avec des gens rigoureux. Ce sont des Britanniques et des ennemis d'esprit protestant. Les protestants, c'est des gens, c'est oui ou non. Donc on ne peut pas continuer à bondir. Bon, s'il plaît à Dieu, c'est pas ça. C'est du professionnalisme et de la rigueur. Et en ce qui concerne l'eau, je rejoins absolument. Je n'ai entendu aucune perspective, sans compter, on ne m'a pas parlé de la facturation, on ne m'a pas parlé de la collecte de l'information de la facturation, on ne m'a pas parlé des réparations, hein, et effectivement, Abéli, qui est ingénieur, qui dispose d'un DEA de génie parasismique en sus, a expliqué calmement, possiblement, ce qui est. Et on a omis de dire aux gens, parce qu'il y a plein d'omissions, de dissimulation et de rétention d'informations, que pendant le comité de pilotage, qui n'existe pas dans la loi qui a créé le SMGAG, on a créé un SMGAG avec un comité syndical et à côté une commission de surveillance. Voilà, c'est ce qu'il y a dans la loi. Eh bien, il y a des gens qui ont décidé, parce que perçus ou ressentis pour eux comme étant incapables en tant que Guadeloupéens de diriger les affaires de la Guadeloupe pour lesquelles on les a élus, ils ont été faire une feuille de route à laquelle ils ont assujetti le président du SMGAG, maire de Trois-Rivières, pour ne pas le nommer, et c'est le préfet qui mène. Le préfet est préfet dans sa préfecture, selon moi. Oui. Mais dans la loi que j'ai déjà lue, j'ai regardé les premiers éléments de justice tombés sur les quelques affaires que le SMGAG a eu à connaître et a en cours. Mais il n'y a pas de préfet. Le président du conseil régional est membre de droit, le président du conseil général est membre de droit, ainsi que les 4 PCI. Voilà ça qui forme le comité syndical. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Et j'apprends, la rumeur voudrait, que depuis hier, on est nommé le DGD actuel, directeur général délégué, qu'on ait nommé directeur général. Pour nommer un directeur général, tous ceux qui ont servi la fonction publique comme moi et comme Ismar, savons qu'il faut ouvrir le poste au préalable. Ouvrir le poste, serait-il que le poste soit dégagé. Tout le monde sait qu'on attend la décision de justice encore devant le Conseil d'État et devant la Cour de cassation du fait, est-ce que M. Brachet est directeur général ou pas? Et parce que M. Agbebodo Marcus est le délégué de M. Brachet, qui est le directeur, parce que nous sommes dans un EPCI. Dans un EPCI, il n'y a que 2 fonctionnaires, c'est l'agent comptable nommé par un préfectoral et le truc. Hormis les personnes que l'on aurait récupérées, ce qui est le cas pour les régies de Sainte-Rose et pour les régies de Trois-Rivières, qui étaient des régies municipales. Donc, on est dans une situation ubuesque où n'importe qui fait n'importe quoi, alors que nous n'avons pas le bilan de la mission commencée depuis janvier 2023. Nous ne savons pas si c'est bon ou c'est pas bon. Moi, j'affirme, moi, Jacques Davila, que ce n'est pas bon. Ils ne seront pas fichus de faire la paye de décembre. Et s'ils n'ont pas les 10 millions là qu'il leur faut pour pouvoir faire la paye, parce que l'AFD, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations, peut ne pas accepter parce que ce n'est pas positif. Tous les Guadeloupéens conscients
responsables, avec bon sens, même ces illettrés qui ont plein de problèmes pour payer au lieu les factures, sont à même de dire que le service est détérioré. La relation au client n'est absolument pas faite. On vous parle d'ingénierie de choses qui ne sont pas finançables. Vous avez des tas de dossiers qui sont antérieurs aux normes actuelles que l'on vient vous sortir ou qu'on va faire. Ils vont comme ça, faites-nous confiance. Pourquoi voulez-vous que l'on accorde la confiance à des gens qui ne le méritent pas et qui ne font rien du tout d'humain? Parce que nous n'entendons jamais une déclaration de type humaniste. Parce qu'on ne peut pas faire sans nous. Et ils sont encore heureux que des gens comme Ismar et moi et les autres, bien sûr, nous n'avons pas encore lancé une campagne de non-paiement. Mais justement, est-ce qu'on peut répertorier les principaux obstacles en fait à la prestation de services d'eau qu'on a, nous, en tant que... La compétence collective, le respect du partenariat, parce que nous sommes dans une solution d'échange-partage, parce que la plupart des Guadeloupéens, la plupart des associations, qu'elles soient membres ou non de la commission de surveillance, sont des associations qui ont choisi la voie de la responsabilité dans l'échange-partage, dans le sens que nous n'occupons pas la rue. Nous pouvons bloquer quand nous voulons. Nous occuper la préfecture si le préfet en a envie. Ça fait longtemps que je n'ai pas occupé une préfecture en aéroport. Si on a envie qu'on recommence, moi je suis prêt, malgré mon âge. Donc, nous n'avons pas ça, nous voulons des choses calmes. Ces gens-là ne vous répondent pas. Et on vous raconte n'importe quoi. Vous adressez à la deuxième demande, elle vous annule le truc de la première. On vous écrit des BVEC. Vous recevez des relances combinatoires très sévères avec des décalages horaires, alors on n'avait pas encore reçu la facture. Si vous regardez les dernières factures depuis le deuxième trimestre, vous vous rendez compte que le phénomène de l'ODE sur la partie taxe, vous avez une anomalie très grave. On vous facture 4 fois le volume facturé, c'est-à-dire qu'on prend le volume prélevé dans l'environnement et il correspond à 4 fois. Ça veut dire, mesdames, messieurs, un facteur 4 arithmétique, c'est 75%. 4 moins 1, ça fait 3. Donc ça veut dire qu'on fait payer l'eau perdue par leur carence. Donc il y a quelque chose qui cloche. Nous, usagers, nous voulons de l'équité, nous voulons du respect, nous voulons de l'eau potable en quantité et en qualité, mais avec une facturation correcte, avec un recouvrement correct, même le recouvrement forcé, c'est-à-dire ce que l'agent public, parce qu'il faut, mesdames, messieurs, savoir qu'il y a un comptable qui émet, il y a un service qui fait diffuser la facture, sous réserve bien sûr qu'on vous ait fourni votre contrat qui est le règlement de service. On ne vous l'a jamais fourni. Quand il y a un transfert de prestataire, ce qui est le cas, les regroupements se sont fait des ordonnateurs historiques pour créer le SMGAG. Le SMGAG aurait dû vous fournir le règlement de service, ce qui n'a jamais été fait, alors que même cela applique en ayant un règlement de service qui est contraire à la loi. Les usagers ont été patients entre Guadeloupéens pour essayer de trouver une solution. Nous espérons que certains sauront entendre, parce qu'on ne va pas croire que l'année 2024 va démarrer gentiment. Non, nous avons déjà une plainte au pénal. Mesdames, messieurs, c'est la première fois qu'on va voir, et nous sommes adjoints, tout comme on a gagné à Martinique. On en a une à Mayotte qui est en cours, on en a une à La Réunion, nous avons gagné, et nous allons gagner encore là. Alors s'ils ont envie qu'on continue, nous allons poursuivre les agents complices, qu'ils soient d'État ou de territorial, parce que ça ne peut pas continuer. Et nous avons des jugements gagnés, Ismar est témoin, des associations des jugements gagnés, contre des gens qui étaient sur la chaîne de télé hier soir. Hein? Et gagner brillamment. Gagner brillamment haut la main, et que nous n'avons pas rendu public pour ne pas envenimer les choses. Donc cela ne peut pas continuer. Ce n'est pas un problème parce que X est noir, africain ou non, ou celui-là est blanc ou pas. C'est pas ça. C'est un problème, c'est qu'il y a des comportements inacceptables, inadmissibles, qui ne sauraient perdurer, parce que je rappelle aux uns et aux autres que la colonie c'est fini. Il faut respecter les gens. Alors, posons une question concernant les obstacles. Le premier obstacle, et c'est là pour montrer, c'est le fait que le réseau là n'est pas bon. Nous ne pouvons pas, et c'est très grave, nous ne pouvons pas qu'à point 110 millions de mètres cubes et au cas où vous voyez 30 millions aux usagers. Au cas où 80 millions, c'est grave. Donc, si tant qu'on ne peut pas avoir un réseau, il peut prendre de l'eau là, en bon état, comme il y a là, on ne peut pas faire un bon travail. Deuxième, si le débat là, lui-même,
mon nez ka wanze ba là. Là ka raison débat faut qu'on connaissance hein. Faut qu'on maîtriser ce sujet là, faut documenter. Pas seulement y ton coup d'œil. Pourquoi on a dit ça? C'est madame là. Déjà, il invité il y a qui a un système là. Quel consensus? Regardez bien. Jean-Claude Malo, président de la commission de surveillance, mais c'est un élu. Il approche des élus. Il est toujours élu. Oui, il est élu. De l'opposition. Marguerite Sylvie, c'est bien gentil, qui défend les âgés. Elle est élue aussi. Mais elle est élue. Et tous les autres là, etc., de cadre les élus. Donc, mais vous ne pas voyez pour les gens qui sont en dehors d'autres associations. Parce que encore, ils sont très modérés, ils sont très gentils. Ils n'ont pas rien parlé des factures. Et là, on a souffert sans facture. Là, on a sauvé sans facture. Là, mais vraiment du vol. Facture insincère. Et du gangstérisme. Surtout cette facturation de 4 fois le volume consommé. Et c'est sur la plus haute taxe. Mais oui, mais surtout, excuse-moi, oui, ta question. Oui, alors justement, mais par rapport à ce problème de facturation, comment on pourrait résoudre ça en fait? Il faut attaquer. C'est encore nous, attaquer. Quand on a toujours contesté facture là, mais vraiment, il n'y a ni mauvaise foi. Même particulière. SMG, GTP point, on a notre disposition. Nous savons comment. Vraiment, ces gens-là sont des gangsters. Il faut nous comprendre que c'est des gens qui sont sincères. Non. Ils savent bien quoi vous voulez user là. Et comme ces gens n'a pas ni formation, on est déjà pour comprendre nos factures, pour comment ça est arrivé, on a qu'un senti qu'à payer l'eau de l'eau. Mais en réalité, il n'y a pas tout ça de l'eau à payer. Parfois, souvent, quand vrai, ça y est écrit si compte là pas correspond à ça y est écrit ce facture là. En cas écrit, nous avons un courrier, nous avons plein de nous côté SMGAG. Il peut revoyer notre facture, il peut atteindre compte au marque là, le compte là, pas marquer ça. Il peut demander 300 mètres cubes d'eau, compte là à 2 mètres cubes d'eau. Et en cas là, plusieurs cas. Et nous voyons tout, il était obligé d'aller au paquet facture sur Saint-Oise, c'est quoi ça. Parce que dès le départ, il était fait comme tu dirais, toute l'eau qui était avant, c'était de l'eau SMGAG, on a été consommé, non, rien à voir. Donc, quand elle était partie à zéro. Un troisième élément encore qui a choqué, non. Parce que, en fait, ni problème à facture là, il nous dit, il parlait des problèmes à l'assainissement. Ah oui. Parce que c'est là-bas imposé. C'est un problème, mais non, parce que c'est la Guadeloupe qui est mort. C'est l'assainissement. D'ailleurs, c'est ce qui dit ça. Il dit si les combien de stations étaient nées, il y a une blanc, comme il était né 12 stations, 13 stations, et bien sont celles, détenues au moins, si il y a 15, il y a 14 qui partent au nom. Oui. Mais là, il dit pas au nom, Et Abélie dit un bité qui est important. Abélie dit oui, mais pour nous, payer bon de l'eau, il faut les zones de captage à de l'eau pour protéger. Il dit à bouillon la commune ali, moun ka fait débuter un zone à captage là. Et tu dis ça, on zone de captage. Ça doit être sécurisé. C'est une aire privilégiée. Ce sont des classés protégés. En Ile-de-France, elle n'a pas dit parce que je te rappelle, ma chère, je le rappelle, je n'ai eu cesse de dire ici. Et l'on me reproche de dire ça parce que certains m'ont dit, Davila, ça peut être une incitation à faire des bêtises. Je dis non, je dis pour informer la sécurité de mes compatriotes. L'installation de Bello Cadeau qui relève du programme Vigipirate n'a pas de clôture. Et il y a quelqu'un qui à côté a été planté une pièce de malanga et de banane. Nous avons fait faire des analyses. Louis Claude connaît. Mais de toute manière, Adam aux hommes de captage, il ne faut pas ni pour activité et activité humaine. C'est interdit. Donc, après, il faut des hommes qui viennent faire habitat au Rwanda, au Déo, etc. Donc, mes jardins, il faut qu'on appelle des jardins, etc. Donc, pour nous résoudre le problème là, ça, qualité de l'eau là, il faut d'abord de l'eau là qu'on capter là en bon état. Parce que si nous mettons l'eau, à part l'eau qu'il faut habiter, on peut tirer, il faut trouver dans l'eau là. Donc, c'est très très important de comprendre. Donc, le problème est immense. Le problème immense, et il faudrait vraiment avoir plusieurs. De la compétence, de la coordination, de la patience et de la détermination. Car c'est une affaire de vouloir. Ce n'est pas un problème de tala blanc, tala mila, tala nec, tala ceci. C'est pas du tout ça. Le problème, c'est il faut que nous apprenions à faire ensemble. Si nous n'apprenons pas à faire ensemble, nous ne saurons pas vivre ensemble. Alors, pour dire, par exemple, c'est juste le dernier mot. Il faut j'étais tout assez les élus. Mais là, si le peuple est élu, et mettons en place, c'est pour bien assumer responsabilité à vous. De l'eau là, quand même, c'était eux qui c'est eux qui à présent, pas l'été au média habitat. Et c'est réfléchir pour dire qui j'en quoi tirer la Guadeloupe à dans Kakalaïe là, quand c'est habitat de l'eau là. Parce qu'en crise, il dit, mais nous partis pour au moins 20 ans. Normalement, on peut régler ça si on prend des dispositions sérieuses. Mais nous, nous faire des tirs à phytolage, nous ne pouvons pas attaquer le problème de fond. C'est ça qui est le problème en réalité.
Bon, travailler ensemble et avoir un vrai travail de fond. Avec des gens compétents. Avec des gens compétents. On va clôturer cette chronique très animée, passionnée. On reviendra sur le problème de l'eau la semaine prochaine. On va enchaîner avec notre première pause publicitaire. On vient tout à l'heure avec nos autres invités. Voilà, il est 13h, on va enchaîner sur notre deuxième partie de ZCL et on va revenir sur l'actualité. L'actualité qui est aussi en lien avec le pont de la Ravine de Source. Donc ce pont qui relie les communes de Trois-Rivières et Capesterre-Belle-Eau a été ouvert suite à 12 mois de travaux et pour un montant de 5,5 millions d'euros. Cette œuvre permet de désenclaver toute une partie du territoire de Sud-Basse-Terre. On va avoir un reportage d'Olivier Félix. C'est vrai que cela fait plusieurs mois que cette population de la plaine est en attente et aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir inaugurer ce pont avec cette présence du président du département qui a bien voulu respecter ses engagements à notre niveau. Voilà. Une très grande satisfaction que nous puissions inaugurer ce pont aujourd'hui et le livrer à la population. Il faut rappeler que c'est un pont qui permet de relier Capesterre et Trois-Rivières et donc les travaux étaient prévus sur 14 mois. Nous avons pu réaliser en 12 mois, ce qui permet pour Noël que cette coordination soit faite. C'est une très grande satisfaction. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier l'entreprise qui a œuvré et qui montre le savoir-faire guadeloupéen. Et c'est au-delà donc de la fonctionnalité, c'est aussi un ouvrage d'art qu'on a su inaugurer aujourd'hui. La grande difficulté de cet ouvrage, c'était en fait l'accès et les zones de travaux. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de place. Et pour réaliser la manutention, il faut des grues, il faut des camions, il faut des engins. Et l'une des plus grandes difficultés de cet ouvrage-là, c'était de positionner, de réfléchir à comment le réaliser. Parce que dans un endroit restreint, il fallait pouvoir positionner les choses pour qu'on puisse les lever, tout ce qu'il fallait lever, et on a réussi à le faire. Donc l'ouvrage a pu nous permettre, la zone a pu nous permettre de réaliser l'ouvrage un peu avant le délai final. Vous savez, on a parlé d'espérance, donc la bénédiction du ciel elle est toujours présente. Nous remercions officiellement à nouveau le président du département qui a bien voulu aussi refaire et reprendre toute la chaussée de la plaine à l'intersection de Selchère. Et pour nous, c'est une satisfaction et nous disons merci, le travail continue. Le coût est de 5,5 millions à peu près, 5,5 millions et qui a été réalisé dans les délais. Il faut surtout tenir compte de cela puisqu'on sait comment c'est pénalisant lorsque deux villes doivent être connectées et qu'il y a un pont qui empêche que cela puisse se faire. Et sachant très bien que ce pont-ci sert parfois de zone de délestage quand il y a un trafic trop important ou alors des barrages sur la route nationale. Vous savez, quand il y a des travaux, c'est pour le bien-être d'une population, mais durant ces travaux, c'est vrai qu'il y a quelques perturbations. Cela pourrait perturber quelques citoyens au quotidien, y compris aussi au niveau de l'école maternelle. Donc aujourd'hui, les réponses ont été données et nous sommes tous satisfaits. Voilà, une satisfaction partagée. Plusieurs ouvrages de ce type pourront être livrés en 2024. On va revenir sur la chronique donc, de Marilène Ferdi, ICC News, qui a été enregistrée dernièrement et qui parlait de cinéma avec notamment Florence Napri. On voit cette chronique ensemble. C'est parti, générique de Madame Marilène Ferdi. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Alors, bonjour Madame Ferdi. Rebonjour. Ouais, bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? De qui? Ah ben, on a déjà dit quand même, hein, on va parler d'une talentueuse jeune femme, elle est quand même jeune hein, par rapport à vous et moi, ça reste une jeune femme, une chanteuse, une auteure, une comédienne
comédienne. On ne dit pas autrice et maintenant. Une actrice. On dit autrice. Alors moi parfois, j'en vois écrire, on peut l'écrire auteur comme autrice. Oui. Les deux sont, moi j'ai vu autrice, les deux. Je trouve que c'est triste comme mot, autrice. Bon, on va revenir à notre sujet parce que je peux vous dire que concernant notre invité, il y a beaucoup de choses à dire et on n'a pas beaucoup de temps. Oui, allez-y. Alors, ce que je peux dire, c'est que notre invité fait partie de ce qu'on appelle la génération Y. Ce sont les personnes qui sont nées en 1980-90. Pourquoi j'insiste? Donc, ce sont des personnes qui ont évolué avec les jeux vidéo, l'ordinateur, mais surtout, ce sont d'excellents communicants, créatifs et des gros bosseurs. Et on peut dire que ça représente un peu notre invité. En plus de cette casquette de chanteuse, de comédienne, d'auteur ou d'autrice, c'est aussi quelqu'un qui est ancré sur son territoire. C'est aussi une militante politique qui a des engagements politiques, donc auprès d'une force politique qu'on appelle l'ANG, mais aussi c'est quelqu'un qui a des revendications culturelles. Oui. Mais c'est important parce que c'est ce qui la caractérise, et que tout le monde se souvient de cette fameuse minute du CAC et de ce travail qu'elle a fait avec son collectif de militants en résistance. Mais on va remonter. Donc, Florence a toujours aimé chanter, depuis sa plus tendre enfance. Mais au départ, il n'était pas question pour elle d'embrasser une carrière dans le milieu de la musique. Déjà, ça ne faisait pas partie de la culture familiale. Après ses études, avant même ses études, elle a toujours continué à chanter avec divers groupes, le groupe Panache, donc qui chantait sur des répertoires. Donc c'est un groupe de Martiniquais, de Guadeloupe et de Guyanais qui chantait sur des répertoires de zouk et de compas. Et puis, tout en continuant ses études, elle a abouti à la fin de ses études à occuper un emploi de libraire bilingue. Ah, ça vous parle, ça? Et puis, en 2009, elle s'est dit, on va arrêter de se mentir. La musique, c'est vraiment une passion. Je vais mettre en stand-by ma carrière professionnelle de libraire. Je vais démissionner et je me fixe comme objectif 2 ans pour percer. Sans avoir pas plus de plans que ça. Ouais. Voilà. Donc elle a intégré plusieurs groupes de parisiens qui étaient dans la musique traditionnelle, où elle a pu s'exercer à la comédie musicale. Et puis aussi elle a été accompagnée par un ami de longue date qui est aussi musicien, pas n'importe qui. La dame, elle est très bien entourée, Stéphane Castry. Oui, quand même. Ah, oui, quand même. Hein, bon. Qui l'a accompagné pour son premier album, oui. Femcon. Donc c'est un album qui est sorti en 2012. Je l'ai. Hein. Alors pour la petite anecdote, moi je l'ai. J'ai eu la chance de la voir sur scène, pieds nus, oui. En scène jusqu'aux dents. Ah bon? À la salle Lanterne. J'ai encore cette image. Et depuis, cette image que j'avais de cette jeune femme n'a pas changé. Alors moi je l'ai retrouvée, alors ça je donne les temps forts, interprétant une dame extraordinaire de notre patrimoine musical, notamment de la Biguine. Est-ce que vous avez vu ce fameux spectacle qui rend hommage à cette dame? En plus, 2 fois. Bon, moi c'était au bac, 2 fois. Mais c'était au bac. Alors, vous savez de qui on parle? C'était super. Manuela Pioche. J'ai même écrit un article là-dessus. Voilà, si Manuela Pioche. Et le spectacle s'appelait Dans la peau à Manou. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est elle qui a écrit l'histoire de ce spectacle. Ouais, elle ne s'est pas contentée de l'interpréter. C'est une vraie comédie musicale. Donc elle a été accompagnée pour ça avec des professionnels de la mise en scène. Et il y a un arrangement de qui, selon vous? L'arrangement musical est de qui? Ça doit être au brin de Castry, j'imagine. Stéphane Castry. Oui. Je dis des bêtises ou pas? Absolument. Absolument pas. Et il y a même une artiste artiste graphiste qui était aussi de ce spectacle-là. Vous savez pas ça? J'avoue que pour moi, je me suis concentrée surtout sur le personnage principal et son interprétation. alors, je découvre que nous sommes dans une compétition. Bon, mais enfin bon. Alors donc, la peau à Mano, alors le petit scoop quand même qu'on va donner, c'est qu'elle m'a promis que pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de le revoir, parce que souvenons-nous, c'est sorti en 2020, après on a eu le Covid, ils envisagent, les organisateurs peut-être, de donner la possibilité à tous les téléspectateurs et aux Guadeloupéens de revoir ce spectacle magnifique. Nouvelle, hommage à Manuela Pioche. Oui. Mais c'est pas que ça. En 2020, qu'est-ce qu'on a connu? On a connu tous ces problèmes de confinement qui ont généré des problématiques que Florence a voulu rendre publiques. Donc toutes ces femmes qui ont connu des violences conjugales. Et donc elle a rendu hommage à ces
ces femmes, mais aussi c'est une façon, à sa manière, d'interpeller les hommes et les femmes guadeloupéens dans un podcast appelé Rebelle et la Bête, et que j'invite à tout le monde à découvrir. Donc vous allez sur la plateforme Spotify, Rebelle et la Bête, et vous pourrez écouter ce travail formidable qu'a fait Florence. Alors, elle ne se décrit pas pour autant comme une féministe. D'accord ? Alors moi, ce que j'aimerais savoir, je sais que Florence fait partie de l'affiche pour le festival Terre de Blues, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que Florence nous explique de toutes ses expériences, mais aussi de ce travail qui a été fait au CAC de revendication de politique culturelle de la Guadeloupe avec ses amis du collectif d'artistes en résistance. Oui. Qu'est-ce qu'il en est ressorti depuis ? Puisque Florence m'a confié que quand elle est venue en Guadeloupe, ce qui a été dur pour elle et qui a motivé ce choix de rentrer en résistance, elle m'a dit une phrase qui est terrible. Être artiste, vouloir être artiste en Guadeloupe, c'est accepter de vivre une vie dans la précarité. Alors Florence, où vous en êtes ? D'abord, bonjour. Merci pour ce tableau-là, ce portrait top. J'écoutais en me disant, ouais, elle est super cette fille, waouh. Oui, je me revendique féministe. Hein. Ah si, je suis féministe en tout genre. Oui, bien sûr. J'aime bien l'idée que les gens se servent de ça comme d'une espèce d'insulte de temps en temps. Je ne sais pas une insulte. Féministe, c'est plutôt... En tout cas, j'assume ça sans difficulté, pas ni bon problème. Qu'est-ce que j'ai tiré de tout ça ? Waouh ! Je crois que depuis 2 ans et quelques que je suis rentrée en Guadeloupe, j'ai grandi beaucoup. Comme si c'était passé 15 ans. Non, voilà, 15 ans dans un petit espace. Et c'est bien. C'est bien, dans la mesure où ça veut dire que les choses bougent pour moi personnellement, mais comme ce sont jamais, que ce soit le podcast Rebelle et la Bête, que ce soit par la suite l'action au CAC, que ce soit, je sais pas moi, tout ce que j'ai entamé, tout ce que j'ai lancé là, ma mobilisation auprès du parti dont on parlait tout à l'heure, eh ben, ce sont des choses qui, je crois, rejaillissent juste à côté de moi, un petit peu plus loin et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose du mouvement que j'avais déjà ressenti qui grouille là chez nous depuis un certain temps, qui continue à se manifester, et ça me fait plaisir, ça me fait croire que je suis sur un chemin qui me convient en tout cas, et qu'en panier d'autres bitem pour faire qui continue à avancer. Bon, alors moi je me souviens que tu m'avais dit que tu t'étais fixé 2 ans. Ouais, bon, c'est important. On est à plus de 2 ans. Et il y a aussi cette problématique de précarité que tu dénonçais. Où tu en es par rapport à ça ? Alors, je m'étais fixé 2 ans. Alors, on est en 2009. Je quitte mon travail de libraire. Je suis payée très correctement. Ma vie est normale. Ça marche bien. Je quitte mon travail de libraire. Je vais vivre des allocations chômage pendant 2 ans là. Et je me dis, dans ce laps de temps, il faut que je fasse quelque chose en musique. Évidemment, au bout de 2 ans, il ne se passe rien du tout. Parce que 2 ans dans une carrière qu'on est en train de bâtir, c'est rien. Sauf que le truc important, c'est qu'au bout de 2 ans, je me rends surtout compte que je ne pourrais pas faire marche arrière. Et que c'est ça que j'ai envie de faire, que je vais me donner les moyens de faire de la musique. Donc déjà, la précarité, elle est là. Je suis en France, mais la précarité existe à ce moment-là. Mais avec plein de possibilités. Et c'est pour ça que très vite, ça se renverse et que je commence à vivre de mon métier d'artiste. Super. Puis je rentre en Guadeloupe, effectivement, c'est la catastrophe. D'ailleurs, Pôle emploi, si tu nous entends. Merci. C'est compliqué, hein ? Ah, va falloir qu'on en parle. C'est très, très, très compliqué. Toujours compliqué ? C'est toujours très compliqué. Après la lutte que vous avez menée, alors, les lignes n'ont pas bougé. Non, les lignes n'ont pas bougé. Soyons honnêtes, les lignes n'ont pas bougé parce que la lutte qu'on mène, c'est vraiment un truc de fond. C'est tout un travail de fond à imaginer. C'est qu'est-ce qu'on veut pour nos artistes ici en Guadeloupe ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? Quels sont les moyens qu'on met à leur disposition ? On parle du régime d'intermittent. Pour les musiciens, on n'est pas très nombreux à profiter de ce régime-là ici en Guadeloupe. C'est dur d'y accéder parce qu'on pense le territoire comme étant petit. Et faire 507 heures, c'est-à-dire, je sais pas moi, jouer 4 fois par mois sur ce petit territoire tel qu'on le visualise, ben c'est énorme. C'est énorme. Donc quand on est un chanteur lead, même si on a l'amour du public, l'amour incontestable du public, ils vont pas venir toutes les semaines nous écouter, nous donner les... C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'on envisage de changer ça, modifier ça, proposer d'autres solutions?
culture, il y a des choses qui se font. Je crois qu'il y a un dispositif qui s'appelle Café Culture qui permet que les petits endroits comme les restos puissent embaucher des artistes et leur payer des cachets. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, leur payer des cachets, c'est déjà un très bon début, plutôt que de leur fourrer un petit marché imbattable, parce que c'est plus simple en vrai, mais c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Donc il y a des dispositifs qui sont mis en place, il y a des choses qui se font, mais c'est lent. Le temps de l'homme apparemment n'est pas le temps de tout le reste, donc mon cher, il faut prendre ça en compte. N'empêche, oui, ça reste vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et il faut avoir... c'est comme s'il faut avoir un petit esprit sacrificiel quand même pour se jeter dans ça. Moi, je n'ai pas l'impression de l'avoir, l'esprit sacrificiel. Donc, j'attends le moment où faire de la musique me rendra heureuse autant sur scène que dans mon compte en banque. Parce que je suis sûre que je mérite ça et pas que moi. Que les artistes qui se donnent à fond et qui sont tellement nombreux dans ce pays-là méritent d'être récompensés pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils offrent et d'être boostés pour pouvoir donner plus, encore et encore. Alors je vais juste rappeler, donc elle a parlé du dispositif de Café Créole, c'est un dispositif régional, Café Culture, mais il existe aussi un autre dispositif et ça, je lance un appel à tous les employeurs, à tous ceux qui recrutent, que ce soit des personnes privées pour un mariage ou des professionnels, des administratifs. Il y a la plateforme qu'on appelle Guzo, aussi. Voilà, qui vous permet de pouvoir rémunérer nos artistes en correctement. Alors je vais quand même dire à nos téléspectateurs qu'il y a aussi le Conseil régional s'est engagé pour pouvoir négocier, alors pas seulement pour la Guadeloupe, parce que c'est le cas pour tous les territoires dits d'outre-mer, de négocier, de pouvoir adapter ces fameux statuts d'intermittents, ces fameux volumes d'heures à faire pour nos territoires, parce que c'est vrai que ce dispositif, il est fait pour des territoires à l'Hexagone en France et pas pour des petits territoires tels que la Guadeloupe. C'est ça. Tant qu'on continue à les penser petits, en tout cas, ça ne peut pas fonctionner. Si on s'imagine qu'on va s'exporter, faire venir, etc., ça peut fonctionner. Mais il faut que tout le monde s'engage vraiment dans quelque chose de beaucoup plus profond que juste raboter des petites choses, faire une petite rallonge. C'est pas ça. L'idée de prendre le Centre des Arts et de créer le CAC, c'est vraiment de pousser tous les acteurs concernés, politiques et acteurs culturels, à refondre, à inventer une politique culturelle digne de ce nom, digne de nous. Alors, j'ai vu le spectacle dans la poule de Manou et je pose la question toujours, chaque fois que je reçois des beginners ici, qu'est-ce qui fait que la begin en Guadeloupe n'a pas la place qu'elle mérite dans l'univers musical guadeloupéen, même au niveau du public? Je ne parle même pas des médias. Il y a un musicien d'Amprobe l'autre jour qui me disait, et Willy Salcido m'a dit la même chose, il me disait que c'est la faute des médias aussi. Oui, je pense que les médias jouent leur rôle dans la diffusion de médias. Je ne sais pas s'il n'y a que ça. Quand vous me posez la question là, ça fait bizarre le vous. Je repense à cette polémique du Zouk là dernièrement. Un tel a dit des choses sur nous, c'est inadmissible. Et en même temps, nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on le valorise ce Zouk? Est-ce qu'on le valorise? Et pour moi, c'est pareil la Biguine. J'ai l'impression elle n'est pas valorisée, pas suffisamment. Non, elle n'est pas valorisée, mais elle a même quelque chose de très poussiéreux dans notre imaginaire. La Biguine, c'est vieux, c'est là-bas, ça ne nous concerne plus. Et moi, je trouve ça dommage. La musique, elle est vivante tant qu'on la fait vivre. Quand je reprends les morceaux de Manuela Pioche, dont plusieurs sont des biguines, avec deux violoncellistes, on en voit un à l'écran. Salut Rodolphe. Donc deux violoncellistes, un bassiste, un batteur, et qu'on réinvente cette musique-là. Mais c'est pour l'offrir c'est pour l'offrir au public, non pas dans une version moderne, parce que si je dis ça, c'est comme si j'estime que c'est effectivement vieux, il faut dépoussiérer et redonner de l'éclat. C'est pas ça. C'est remettre dans les oreilles des gens que la biguine, ça déchire, et que c'est à nous d'en faire quelque chose qui déchire encore et encore. C'est comme la langue, voilà. La langue, une fois qu'on ne la parle plus, on peut considérer que c'est une langue morte. Tant qu'on la parle, elle s'enrichit de nouveaux apports, ça crée des polémiques. À part qu'on Yoka dit ça, à part qu'on Yoka écrit ça, mais langue là qu'à vivre. Oui. Et pour même musique là, c'est même vite là. Parce que j'ai vu une fois au CAC, qu'on vous a transmis. Un flambeau. Comment on appelle ça le flambeau. Ou le flambeau de la biguine. Absolument. Oui. J'ai reçu le flambeau de la biguine de la part de Winnie Kaona. Pas de Mona. Le Winnie Kaona. Le Winnie Kaona. Tout à fait. Oui. Effectivement. Parce que
qu'elle aussi, elle estime qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on garde en vie. Elle l'a reçu de Monde de Rivelle. Oui. Elle estime qu'il faut qu'elle passe le flambeau. C'est la transmission. C'est la transmission. Oui. Et elle s'est dit que probablement, par la suite de mon travail autour de Manu Lapioche, parce que je porte quelque chose de fort concernant la culture de ce pays-là, elle s'est dit que je serais tout à fait indiquée pour continuer à porter ça. Et, mais est-ce que les musiciens, par exemple Stéphane ou bien d'autres musiciens, ils ont envie de créer des... Mais je suis sûre que oui, dans l'album de Stéphane qui s'appelle Bastry Thérapie, il y a de la biguine. Il y a de la biguine. Moi, j'en mets tout le temps de la biguine quand je fais dans la biguine en tout genre. Oui, oui, bien sûr. Il y a Mage qui porte la biguine. On a l'impression qu'elle est toute seule. Voilà, donc il y a des gens qui... Ronnie Théophile aussi. Ronnie Théophile, bien sûr. Évidemment, on ne peut pas oublier Ronnie Théophile. Je vais quand même ajouter bien que sûr. c'est cette génération qui est en train de remettre la biguine, qui est en train de dépoussiérer la biguine, et peut-être l'ancienne génération qui est la vôtre avait peut-être rejeté la biguine. J'ai pas joué de biguine, moi. Et avait privilégié plus le gros cas. Oui. Voilà. Mais le gros cas, il est national. De la biguine. Voyez, où est-ce que vous dites? Vous voyez ce que donc voilà, on a déjà une piste de réponse. Et cette génération qui est la génération Y, au contraire, ils ont remis la biguine au goût du jour. Et en effet, Basque Thérapie dans ses sonorités, garde cette sonorité biguine. Et pas que Stéphane Castro. Alain Jean-Marie aussi. Alors Alain Jean-Marie, c'est plus votre génération. Voilà. Mais je parle de cette nouvelle génération. Eh ben, ils sont très à l'aise et bon, ils s'amusent dans leur jeu musicaux à remettre la biguine au goût du jour. Donc ça vient bien. Parce que j'ai vu M. Sadik avec Madame Kaona. Oui, effectivement. Ils ont fait une biguine dancehall. Mais c'est ça, c'est pourquoi ne pas... enfin, moi, ce que j'aime, c'est vraiment utiliser la totalité de ce qu'on a à notre disposition. Alors oui, je reviens sur le coup des polémiques, c'est pas précisément ça, c'est pas le code, c'est pas putain, moi, ça m'est un peu égal, en vrai, parce que les choses évoluent, parce que je préfère que ça existe... à 80% que de le conserver à 100% immobile, invisible et inaudible. Donc oui, j'en ouvre. La prochaine actualité de... Alors voilà, il y a l'actualité. Je vais juste quand même signaler que c'est aussi une actrice. Oui. Alors je ne sais pas si vous avez été en 2022 au Cinestar Film Festival. Vous l'avez raté? Oui. Vous avez raté ça. C'est faux, il y était. Il rate au festival. Donc elle a joué dans le film La Cousalois de réalisateur que vous appréciez, qu'on a reçu ici, le fameux Johnson Lowe, qui aime l'univers fantastique. Complètement. Donc, réalisé en Guadeloupe avec une distribution 100% guadeloupéenne et bien sûr une coproduction de Caribbean Ave, ce collectif de professionnels, donc, et un jeune que vous aimez beaucoup, spécialiste du son. C'est l'expert son en Guadeloupe en matière de cinéma, Steve Lancastre. Voilà. Et donc, on revient sous ton actualité, Florence. Donc, on a dit que tu fais partie des têtes d'affiche pour Terre de Blues, mais pas que. Alors, non, pas que, mais autour de ça, alors Terre de Blues, je suis ravie. Terre de Blues, je suis ravie parce que c'est une opportunité de m'adresser à plein de gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Donc, voilà, je prends ça comme un challenge et comme un super terrain de jeu. Voilà, c'est comme ça que j'aborde ce concert-là. Et autour, c'est l'occasion de faire des choses et notamment de ressortir de la musique. Parce que quand on va sur mes réseaux, il y a de fortes chances qu'on tombe sur l'album Funcon qui a déjà 11 ans. Le temps passe. Voilà. Ensuite, il y a des petites choses. Il y a Lien éternel par-ci. Il y a un super morceau de Stéphane Castry qui s'appelle Pamoli. Il y a le duo avec Dominique Coco, Artiste Résistance, #ArtisteRésistance. Mais moi, j'ai pas de sortie de projet. Donc, il y a Dans la peau de Mano qui va arriver dans quelques temps. Mais très imminemment, de façon imminente en français, dans très peu de temps, vous aurez un titre. Chanter, voilà, je dis chanter. Et juste après, vous aurez très probablement un bel album. Alors, comment s'appelle le titre Chanter quand même? Il s'appelle Chanter. Chanter? Il s'appelle simplement. Ouais. Mais sinon, en attendant, on vous donne tous rendez-vous à Terre de Blues. Le 28 mai à 18h. Donc à 18h. En live en plus. En live. Donc soyez là à 18h. On sait que 18h, c'est là, tout le monde peut arriver, mais à organiser les autres pour arriver. 18h, 28 mai, ce sera à Murat. Je suis déjà contente. J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Et si on arrive à tout mettre en place, tout le monde devrait être ravi. Merci Madame
Ferdi. Merci à vous et surtout merci à toi. Merci beaucoup. Merci Flo. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Et bonne santé. Merci. Voilà, on prend la deuxième. Voilà pour cette rediffusion donc de Chronique ICC avec Marilène Ferdi. On va avoir notre deuxième coupure publicitaire et on reviendra sur le plateau avec nos différents invités. Il est 13h30, nous sommes de retour sur le plateau et donc nous avons deux invités. La première, donc Simone Chandler, qui va nous parler d'une problématique qu'elle a par rapport à traitement foncier, voilà, et la Chambre d'agriculture. Et ce sera aussi l'occasion de venir avec Sylvain Cural, donc pompier, sapeur-pompier au SDIS, qui nous parlera du Téléthon et aussi de la fête des pompiers en lien avec Sainte-Barbe qui est la patronne. Voilà. On va commencer par vous. Oui, c'est bon pour vous. Donc, parlez-nous un peu de la problématique que vous avez. Je dis bonjour à la Guadeloupe et bonjour à toutes les Guadeloupéens, ceux qui sont à l'écoute de Canal 10. Je viens ici me présenter les difficultés que mon fils et moi nous recevons, que nous avons sur notre terrain. Nous avons fait appel à la Chambre d'agriculture qui ne bouge pas. Nous avons beaucoup de difficultés. Problème de terrain, premièrement. Deuxièmement, il n'y a plus de passage. La Chambre d'agriculture est en lien avec le voisin et quand nous avons demandé de faire le passage, ils ont fait un passage sur le terrain de mon fils. J'ai été placé depuis en 1988 sur cette parcelle-là. Et les nouveaux qui sont arrivés en 92, 93, eh bien, pas même 93, oui, et là, nous cherchons beaucoup de problèmes. Et la Chambre d'agriculture les aide dans leur malversation. Je répète bien, parce que je les vois venir sur le terrain. Ils ont beaucoup d'avantages, mais la balise qui existait de 6 mètres sur 8 hectares, toute la longueur, le voisin l'a coupé carrément, il l'a pris en sa possession. Il n'y a plus de passage sur cette parcelle-là. Donc en fait c'est un problème de balisage parce que avec un géomètre. Quand ils nous ont installé, quand j'ai été installé en 88, il y avait un passage desservi de 6 mètres de large. Sur toute la longueur, nous avons 8 hectares 15. Et il y a 7 passages, c'était de toute la longueur du terrain entre nous deux. Le voisin l'a pris. J'ai fait appel à la Chambre d'agriculture qui n'a pas branché. Et ils sont toujours sur le terrain du voisin. D'accord. Ce sont les amis des amis qui sont à la Chambre d'agriculture, je répète bien. Alors, dans les assemblées générales, j'ai alerté la CEFAG. J'ai alerté le conseil départemental, le conseil régional. Et quelle réponse vous avez eue? La DAF, dans l'assemblée générale de la SAFER, pour ce réglage de propriété des ordres qu'il y a à la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture a un gros problème, il ne peut pas venir gérer le GFA, les GFA. Je répète bien, la Chambre d'agriculture, la tête de la Chambre d'agriculture ne peuvent pas gérer les GFA. Parce que quand on veut gérer un GFA, on commence par soi-même être en règle. Mais quand on n'est pas en règle avec le GFA, on ne peut pas venir dire aux gens de payer leurs cotisations, alors que moi-même, je ne paye pas, je suis président, je ne paye pas. Alors voilà pourquoi nous avons ce désordre à la Chambre d'agriculture. Nous avons une assemblée générale cette année-ci encore, j'ai dit encore au marché de région à Moule, devant la CEFAG. J'ai demandé au monsieur de venir pour régler cette parcelle-là. Ils n'ont jamais branché, ils sont venus 3 fois sur le terrain et rien n'a intéressé, c'est devenu de pire en pire. Ce passage-là, la CEFAG était là et devant la CEFAG, je le dis pour la Guadeloupe puisse entendre, le responsable de la CEFAG était assise là. Le monsieur m'a répondu, moi-même n'a pas payé fermage en moins. Si le président n'a pas payé, mais même pas payé. Comment se fait-il que une personne qui vient s'asseoir devant vous, faire une assemblée générale, demander aux adhérents groupement foncier de payer leurs fermages qui sont en retard, alors que vous qui représentez, vous qui êtes assise là, vous me dites que vous ne payez pas votre fermage. Alors qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Ceux-là qui sont en retard, que vous avez appelé pour payer leur fermage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous qui êtes assise là.
Alors je le répète encore, je suis Madame Chandler-Simaude, responsable de mes causes, de ce que je dis aujourd'hui, et c'est vérifiable, consultable sur place. D'accord. Du coup, vous avez besoin de quoi? Vous auriez... Alors je fais appel au préfet, à la CEFAG, au conseil départemental, au conseil régional qui investit dans la chambre d'agriculture. La DAF qui investit dans la chambre d'agriculture, de prendre leurs dispositions. On a déjà fait vous avez fait des courriers, vous avez fait des demandes, vous avez fait... Je vais à personne. Écoute, même si vous avez des courriers, il n'y a pas de réponse. Un courrier recommandé, le président n'est pas là, celui qui le récupère ne vous donne pas de réponse. En place, sur place. Oui, je finis. Sur place, je vais recommencer après. Sur place, il est là, personne. Je parle avec monsieur, il est sapeur-pompier, je lui demande des choses à personne. D'accord. Vous ne bougez pas, vous venez à personne sur le terrain et après, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Alors voilà le problème de la SAFER. La SAFER, la Chambre d'agriculture. Tous les problèmes que la Chambre d'agriculture a aujourd'hui, tous les déficits, tous les problèmes, ils l'en remettent sur la SAFER. Mais la SAFER n'a rien à voir là-dedans. La SAFER est assise sur ses pieds et la SAFER est bien debout. La SAFER fait un travail normal. Alors, on est en train d'attendre la personne de la SAFER pour dire que la SAFER ne travaille pas. Mais c'est le président de la Chambre d'agriculture qui ne fait pas son travail, qui n'est pas en règle, qui ne paye pas ses cotisations. Et je leur dis d'arrêter de faire ce qu'ils ont fait. D'accord. Bon, en tout cas, votre requête a été entendue. On va enchaîner donc du coup avec Monsieur Cural Sylvain, donc du SDIS, qui va nous parler donc de l'implication des pompiers par rapport au Téléthon déjà dans un premier temps. C'est vrai qu'on fait preuve de solidarité, bon, en décembre particulièrement sur ce week-end pour pouvoir récolter un maximum d'argent, pour pouvoir aider la recherche. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu à votre niveau? Bien, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10, merci pour l'invitation. Alors je vais faire vite, vous comprenez. Donc pour nous c'est dès samedi matin 7h un défilé, enfin une marche plutôt, qui aura peut-être les couleurs d'un défilé, hein. C'est la marche en couleurs avec le groupe Masque à Clé. Dès 7h du matin on va inviter tout le monde, c'est gratuit, venez vous amuser, venez marcher, venez aussi défier la maladie, venez justement soutenir toutes ces personnes qui sont atteintes de maladies rares et parfois de handicap, en situation de handicap. D'accord, donc il y a plusieurs temps qui sont proposés durant cette journée, donc du samedi, la marche, et il y a la marche et le soir à partir de 19h à la salle Sonis aux Abîmes, un concert qui est gratuit avec des participants prestigieux, le chœur de la ville de Pointe-à-Pitre, le groupe Evangelica, l'association Shakti, le groupe Eben et le groupe Pour l'amour de la musique. D'accord, donc il me semble aussi qu'il y a un défi qui est réalisé sur Marie-Galante. Sur Marie-Galante, effectivement, dès 8h du matin, les collègues vont rejoindre avec un dévidoir, avec un malade. Ils vont faire l'ensemble du parcours, en tout cas tenter de le faire avec le malade. Rejoindre Grandbourg en partant de la place Camille Soprane à Saint-Louis. D'accord. Donc au cours de ce parcours, ils vont s'arrêter à des endroits stratégiques de manière à solliciter la bienveillance et la générosité, effectivement. Voilà. Donc c'est aussi l'occasion de sensibiliser le public aux maladies génétiques parce que c'est une vraie problématique. On parle de drépanocytose, mais il y a plusieurs autres maladies génétiques rares et c'est une façon d'aider ces malades. Il me semble aussi que donc, par rapport à votre sainte patronne, donc Sainte Barbe, que vous avez d'autres activités prévues pour le mois de décembre. Tout à fait, donc ça va commencer dès ce soir sur le terrain de sport de French par les collègues de l'amicale de Sainte-Anne qui organise un chanté Noël avec le groupe Cactus Show. C'est tout aussi gratuit à partir de 20h. Il y a les journées portes ouvertes le vendredi 8 dans toutes les casernes du département. Ensuite, il y a la grosse manifestation du samedi 9 au Champ d'Arbeau,
nous allons innover cette année avec un défilé, avec un fanfare qui va partir de la préfecture pour rejoindre la prise d'armes qui est donc au champ d'Arbaud. Il y aura à cette occasion des remises de médailles de la sécurité intérieure, d'honneur et d'ancienneté aux sapeurs-pompiers, de garde-drapeaux, les brevets des JSP, tout un tas de distinctions qui seront données aux sapeurs-pompiers à cette occasion. D'accord, donc plein d'activités. Juste pour vous dire que ce ne sera pas terminé puisque le week-end du 16, les collègues de Saint-François seront en activité aussi pour proposer un défi de la Pointe des Châteaux à la caserne de Saint-François, et le dimanche 17 un concert dès 18h avec le groupe Tempo Live. Tempo Live, donc beaucoup de choses. Alors déjà, pour revenir, ce soir, Sainte-Anne, avec la caserne des pompiers. Demain, vous avez donc la manifestation en lien avec le Téléthon. Oui. Et donc après 9 et 16 décembre, éventuellement, vous pourrez revenir pour parler de ces manifestations-là. Pas de souci. Puisque quand même, vous faites un travail qu'il faut saluer et c'est l'occasion de vous mettre aussi en lumière. Merci. Mais effectivement, nous utilisons notre image auprès de la population pour favoriser justement la recherche et le combat du Téléthon. D'accord. Mais donc je donne rendez-vous au public le samedi soir, samedi 2 à Sonis, pour un moment aussi de solennité autour de chants et de danses traditionnelles, indiennes, voilà. Très bien. Qui reflète la culture guadeloupéenne. Super. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. On va enchaîner avec un reportage de Maurice Cessé qui nous parlait de littérature. Alors, le prix littéraire Fête-Cannes Marie Scondé de la jeunesse 2023 est décerné à... Alors, à Ibi Zoïbi Youssef Salam, pour leur ouvrage « Mes coups seront mes mots ». Fête-Cannes Marie Scondé de la poésie 2023 est décerné à Steve Wilfried Mungengi, pour son ouvrage « Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde ». Alors, le prix littéraire Fête-Cannes Marie Scondé de la recherche 2023 est décerné à Marie-Jeanne Rossignol, pour son ouvrage « Noir et blanc contre l'esclavage, une alliance anti-esclavagiste ambiguë aux États-Unis sur la période de 1754-1830. » Le prix littéraire Fête-Cannes Marie Scondé de la mémoire 2023 est décerné à Elsa Dorlin, pour son ouvrage Guadeloupe, mai 67, massacré et laissé mourir aux éditions Libertalia. Oh, je dirais que c'est une édition que nous avons menée à sa fin. Parce que comme je le dis souvent, ça se fait toujours dans la difficulté. Mais nous sommes des militants et nous travaillons avec des gens qui sont compétents et des gens qui comprennent qu'il faut travailler, en fait. Parce que c'est un travail au quotidien pour lire des livres en grand nombre, des livres de qualité. Et nous sommes heureux d'être au Café de Fleury-Sic, qui est le haut lieu de la culture française, qui est le domaine de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Et lorsque nous décernons le prix ici, on le voit, nous avons des écrivains de talent qui nous viennent de partout. C'est cette diversité française, en fait. Vous avez des livres qui nous sont venus d'Haïti, des livres qui sont venus du continent africain, des livres qui sont venus de la Guadeloupe, de la Martinique, beaucoup de livres traitant des sujets qui ne sont pas des sujets de la diversité, mais qui parlaient des problèmes de société, les relations entre les Juifs et les Noirs, par exemple. Voilà. Donc je crois que le prix s'est imposé dans son créneau comme un prix qui devrait durer. En tout cas, c'est mon cri d'espoir. Alors, on connaît les difficultés que vous avez rencontrées au départ. C'est une grande satisfaction de voir que 20 ans après, ce prix existe malgré toutes ces difficultés. Oui, mais est-ce que c'est vrai? Vous savez, on n'a jamais rien sans rien. En fait, il y a des difficultés, certes, mais quand on met l'homme au centre des préoccupations, il faut surmonter les difficultés. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau et sur ce plateau nous avons donc Samuel Casomont, concepteur du parcours Toltec. Bonjour.
Bien bonjour. Et Myriam Baldus, donc slameuse, qui va nous parler d'un spectacle Fosse à Casla, donc qui aura lieu bientôt. On va commencer par Monsieur Casaumont, donc concepteur de ce parcours Toltec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est Toltec et en quoi consiste ce parcours? Toltec, c'est une tradition ancestrale. Ce sont des maîtres bâtisseurs qui ont développé une philosophie de vie basée sur l'art, sur la médecine, sur la pratique de l'amour inconditionnel. Il en est écoulé 2 ouvrages que j'ai lus, que j'ai adorés, et en tant que thérapeute, j'ai voulu créer une application pour être vraiment dans le pratico-pratique et proposer une méthode, une méthodologie pour le développement personnel. D'accord, donc en fait, l'accompagnement s'inspire directement de ces enseignements, c'est ça? Tout à fait. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer quels sont ces accords? Pour la plupart des gens, je ne suis pas sûre, connaissent du coup ces principes. Alors c'est vrai qu'il y a 5 accords Toltec, tels que votre parole soit impeccable, n'en faites pas une affaire personnelle quoi qu'il arrive, ou ne faites pas de suppositions. Donc il y a 5 accords Toltec, mais l'important c'est quoi? C'est que quand on a une difficulté relationnelle, c'est d'identifier l'émotion qui est associée à ce dysfonctionnement relationnel et d'identifier la croyance limitante qui crée un comportement inadapté. À partir de là, moi en tant que thérapeute, je permets à la personne accompagnée de choisir quel accord Toltec qui va venir remplacer cette croyance limitante. Donc en fait, on va utiliser cette méthode pour améliorer les relations à la fois familiales et professionnelles. Familiale, en couple, relations parents-enfants. Sur le champ professionnel, je parle beaucoup d'optimisation des compétences professionnelles, puisque surtout dans les métiers en tension, les métiers de la sécurité, les métiers de la santé, les métiers de l'éducation, très souvent on a du mal à aller consulter ou voir même un psychologue pour notre propre santé mentale, sachant que la santé mentale c'est l'affaire de tous, je le martèle, la santé mentale c'est l'affaire de tous, mais l'idée c'est de contourner cette difficulté justement avec ce parcours qui est ludique, qui est interactif, qui se fait à distance, où il n'y a pas de pression sociétale particulière. Donc ce parcours, comment il se déroule en fait, puisque apparemment c'est à distance, c'est ludique justement, alors est-ce qu'on peut le développer? Oui, alors effectivement ça se passe sur le téléphone ou sur l'ordinateur ou sur tablette. Donc c'est une application? C'est une application, okay. La personne télécharge son application et la personne justement, il y a tout un cheminement d'abord en introspection, la personne choisit sur quelle relation qu'elle veut améliorer, quelle relation qu'elle veut soigner, et à partir de là, quels sont les souvenirs qui sont liés à les souvenirs pénibles qui peuvent être liés à cette relation. Y a-t-il une émotion particulière? Est-ce de la colère, de la tristesse, du dégoût? Quelle que soit la situation, ça peut être un abus sexuel, ça peut être une difficulté parentale, ça peut être un stress au travail. Donc quelle que soit la situation, moi je dis aux gens, ne restez pas isolés. Le parcours Toltec vous permet justement d'avoir un échange interactif avec moi, votre humble serviteur, mais aussi dans le cadre de ce qu'on appelle les groupes de parole, parce que les groupes de parole permettent d'associer des personnes qui ont des problématiques similaires et justement d'ouvrir et de libérer la parole. Donc alors c'est une application mais en même temps c'est interactif. Est-ce qu'on peut expliquer du coup, parce qu'on a parlé de groupes de parole, clarifier un peu tout ça? Alors aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur WhatsApp, on a la possibilité d'avoir des échanges, des forums interactifs à distance. Tout se passe en ligne pour le premier niveau du parcours Toltec. Ensuite, il y a des possibilités de convergence en ayant des regroupements physiquement, mais dans un premier temps, tout se passe à distance via l'application, grâce au téléphone ou autre. D'accord, donc plusieurs niveaux du coup, un premier qui est un peu en autonomie et les autres qui peuvent être en présentiel. D'accord. Est-ce que du coup vous avez déjà eu des retours d'expérience ou des personnes qui ont eu des bénéfices vraiment dans leur vie personnelle, professionnelle ou autre?
Alors, comme vous le savez, je suis moi-même sapeur-pompier professionnel, donc j'ai eu l'occasion de proposer cette application à des collègues, j'ai proposé cette application aux membres de ma propre famille, j'ai moi-même éprouvé les 5 accords Toltec. Effectivement, on a eu un retour extrêmement positif par rapport au fait que sur certaines thématiques où il était question d'aller voir un professionnel de la santé mentale, on a pu justement déverrouiller certaines problématiques et laisser place à une autre ouverture, une autre perception. Et le fait d'aller plus loin dans cette expérimentation, ça me permet de l'ouvrir à un cercle de psychologues pour justement démocratiser le parcours Toltec et qu'il soit pratiqué dans les collectivités, dans les établissements scolaires, dans les entreprises, dans les lieux de vie en fait. Donc comment on fait pour avoir accès à ce parcours ? Me contacter, moi. Alors, je ne sais pas si mes coordonnées apparaissent à l'antenne, mais je suis joignable au 06 90 76 90 42. On a effectivement une page Facebook. On a développé donc cette application qui est téléchargeable, je disais, sur tous les outils numériques. Donc, à partir de là, je crée un lien avec le participant qui peut inviter ses propres personnes ressources, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles elle a une relation basée sur l'estime, et ces invités peuvent ou pas faire partie du cercle du parcours Toltec. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour nous parler de ce parcours. Et donc, on va enchaîner avec un sujet que nous n'avons pas encore développé, qui est la fête qui s'est déroulée sur la paroisse de Morne-à-l'Eau en lien avec le saint patron Saint-André. C'était l'occasion d'une messe solennelle avec l'évêque Guiugou qui s'est déroulée sur le parvis de l'église. Oui, c'est un moment important pour l'Église, parce que pour une paroisse, fêter son saint patron, c'est le moment un peu phare, un des moments phares de l'année. Et donc ici particulièrement avec la Morne-à-l'Eau, la problématique qu'on a des églises, un certain nombre d'églises fermées, mais finalement c'est, comme je dis, les pierres vivantes, c'est l'Église rassemblée. C'était d'ailleurs très beau de se retrouver avec tout ce peuple de Dieu rassemblé sur le parvis de l'Église. Ça a été une soirée exceptionnelle. On a vu les administrés présents, ils étaient nombreux. Et puis ça a été une très belle messe officiée par l'évêque de la Guadeloupe, avec tous les prêtres autour de lui. Et puis ça viendra, l'église, le chantier est en marche. Je l'ai dit ce soir, on le sait. Bientôt nous allons pouvoir pratiquer au sein de l'église de Morne-à-l'Eau. Ça c'est notre espérance et cela se fera. On a commencé avec 59 ans et puis on est descendu 53, 50, 25, 20 ans de mariage, 19 ans, on a terminé avec 19 ans de mariage. Oui, je suis très heureux de cette initiative de la paroisse et au nom du curé, puisqu'on a aussi besoin, on parle de notre diocèse, de notre Guadeloupe, qui est aussi en difficulté sur cette question de la vie des couples. Donc montrer aussi la réussite, montrer que les couples tiennent et vivent cette dimension de vie à deux et famille, c'est aussi un exemple dont on a besoin. Et puis là, il y avait bien 25 couples qui ont été honorés. Donc ça montre bien aussi qu'il y a des difficultés, mais de temps en temps, voire même le plus souvent possible, montrons les joies. Cela nous fait 51 ans de mariage, ça a été le 21 octobre. Cette longévité-là, nous la dédions seulement déjà au Seigneur, parce que c'est lui qui nous permet de tenir. Et malgré des moments difficiles quelquefois, mais ça ne nous empêche pas de nous accrocher à lui et de nous donner la force de tenir. Parce que ce n'est pas évident tous les jours. Voilà. Eh bien, elle a tout dit, hein? Je pense pareil qu'elle. Ces gens-là ont réussi des exploits, des gens qui ont vécu ensemble pendant 50 ans, 53 ans, 56 ans, 40 ans. Donc je leur adresse mes félicitations parce que ce sont des modèles pour notre société guadeloupéenne.
Voilà, retour sur le plateau et on va recevoir notre dernière invitée qui est Myriam Baldus. Bonjour. Bonjour. Donc slameuse et qui vient nous parler d'un spectacle Fosse à Casla. Alors ce spectacle, on va en parler puisque ça raconte une histoire personnelle de comment on passe de la case en tôle à construite par son grand-père au béton en cité HLM, et donc c'est tout un parcours. On parle d'exil, de déracinement, et donc ce spectacle aura lieu sur la Guadeloupe, et c'est pas la première fois parce qu'il y a eu une résidence, je crois. Oui, il y a une résidence. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est Fosse à Casla? Alors Fosse à Casla, on peut aussi rajouter à côté en français, c'est la force de ma case au cœur de la cité. D'accord. Voilà, parce que ça raconte quand même aussi justement un enfant qui grandit en Guadeloupe et qui à l'âge de 4 ans quitte ses grands-parents pour aller avec sa maman dans l'Hexagone, dans la région lyonnaise plus particulièrement, et qui revient pendant l'été, les 2 mois, très tôt, ses 6 ans, qui passe son temps avec ses grands-parents. Donc ça raconte ses allers-retours et comment cette identité de la case devient très, très fortement ancrée dans cet enfant qui, lui, après, connaît plutôt l'HLM dans l'Hexagone. Donc voilà, ça raconte donc c'est fortement inspiré d'un vécu personnel, en fait, du coup. Mon vécu et puis l'histoire de mon grand-père, Marcel Baldus. D'accord. Avec ma grand-mère, Augustine Touloucanon, voilà mes grands-parents que je voyais chaque été. Mon grand-père qui a écrit aussi son petit cahier de vie, donc j'ai eu aussi ce trésor que j'ai pu redécouvrir son enfance, et qui était peintre aussi à la fin de sa vie, qui a peint la vie agricole de 1930 sur la case, voilà, à l'intérieur de la case, partout sur les murs, et ensuite des tableaux. Et moi, avec tout ça, je décide de débroussailler cette case et de raconter comment elle était peuplée de gens et toutes les histoires que mon grand-père me racontait autour de cette case aussi. Donc c'est à la fois une histoire personnelle, mais qui devient quelque chose d'un peu universel, puisqu'on parle d'exil, on parle de détachement, de se déraciner de son pays natal pour aller ailleurs. Et comment vous avez pu vous questionner déjà et le transformer en création artistique? Déjà, le premier questionnement, c'est l'enfant qui s'en va, qui ne sait pas où il s'en va, quand même, pour partir de la Guadeloupe et arriver en France. C'est vraiment pas pareil. Et puis, c'est aussi une terre où il n'y a aucun membre de sa famille qui a pris naissance sur la terre hexagonale. Et donc, déjà, moi, quand je revenais, c'est déjà ce questionnement de ma petite case et comment elle était perçue, du créole aussi. Je ne parlais que créole et j'étais scolarisée à 4 ans dans l'Hexagone, et j'ai perdu ce créole parce qu'il fallait très vite comprendre ce qui se passait, même les images. Je raconte comment je ne savais pas dessiner les images de ce nouveau pays, voilà, des cafés cabrites, poissons. Mais bon, je ne savais pas dessiner les animaux de la forêt de la France. Je raconte aussi, donc c'est aussi ça, comment on essaye d'enlever à un enfant ce qui le compose. Et d'ailleurs, le spectacle commence par dire ou péroté Timoun là en pays là, mais ou peut pas ôter pays là en disant Timoun là. C'est ça. Donc on parle aussi d'acculturation, de comment se déconstruit un peu la pensée quelque part. Comment on broie la pensée, parce qu'une case c'est aussi une pensée, comment habiter le monde. Et quand aussi maintenant je vois les cases, ce qu'elles deviennent, c'est ça aussi, c'est quand même l'humain qui est à l'intérieur, et c'est aussi des valeurs, c'est tellement de choses que moi ça me touche énormément de les voir et comme ça un peu dépérir sur place. Et donc je voulais redonner l'humanité à cet habitat, mais aussi au peuple Guadeloupe à travers ce spectacle. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée. Justement, donc il y a de la musique live, il y a du slam. Donc déjà, comment on en vient au slam? À quel moment c'est arrivé et comme moyen d'expression justement? Le slam est arrivé un peu quand j'étais scolarisée. J'ai aimé la poésie. Je suppose que comme c'est encore une autre langue, voilà, c'était pas on pouvait comprendre à l'intérieur de cette forme qui est aussi l'oralité. Et moi, je viens quand même d'une terre où l'oralité est importante. Exactement. Donc je suis, en fait, moi, je pense que c'était quelque chose qui m'a vraiment habité
la poésie est devenant de plus en plus grande. J'ai eu envie de m'exprimer. Un jour, j'ai par hasard gagné un concours de poésie et comme j'étais vraiment dans l'oralité, dans la façon de l'avoir écrit, on m'a dit d'aller voir des scènes slam. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que j'ai compris que c'est arrivé. Et donc il y a de la musique, il y a du slam, il y a de la vidéo. Oui. Donc plusieurs arts visuels qui permettent de enrichir vraiment ce spectacle. Comment du coup ça peut exprimer en quelque part une quête identitaire avec ces différents formats? Déjà par exemple moi c'est la musique de Exos Metkakola qui est quand même un beatmaker d'ici du pays qui fait la fusion de la musique traditionnelle avec la musique hip-hop, les rythmes. Donc déjà je l'ai choisi pour cette fusion. Il y a Louis Yannick Diao qui est un comédien, conteur, musicien d'origine guadeloupéenne mais qui vit dans l'Hexagone et je l'ai aussi choisi pour ce mélange où il sait faire tous les arts et puis donc il a aussi une parole ancienne comme une parole moderne et qui connaît aussi très bien l'histoire du pays et moi en slam avec cette modernité, cette façon de dire, de bouger aussi qui est un peu différente, plus les vidéos parce qu'il y a tous ces témoignages des gens de la Guadeloupe que j'ai été aussi chercher comme un puzzle, les lacous, les travailleurs dans la canne, les amarreuses, les gens dans les cités, les lolos, donc on traverse tout ça parce que mon grand-père traversait toute cette Guadeloupe, donc il y a une mise en scène par Géraldine Bénichou, la metteuse en scène du théâtre du Grabuge. Il y a aussi des images de Philippe Virapin autour de la vidéo. Oui. Et on est aussi donc autour de ça, le son est très important parce qu'il y a le casque, il y a le micro, il y a la musique électronique, il y a le gros cas, il y a plein d'instruments. Donc c'est très fusion de plein de choses, melting pot, vraiment comme on est en fait, guadeloupéen. Et puis on s'est entouré aussi pour la musique de régisseurs du son, Laurent Poussineau, de la vidéo avec Richard Fontaine. Donc voilà, j'ai une équipe aussi qui a travaillé autour de ce puzzle et c'était quand même compliqué, mais voilà, c'est... Donc alors plusieurs représentations sur la Guadeloupe. Donc, ce samedi à Robert-Loison. Oui, à 20h. 20h, après Basse-Terre, donc à l'Archipel. Le 9 décembre. Voilà, et ensuite Sonis. Le 15 décembre à 20h. Voilà, et des représentations aussi pour les scolaires. Scolaires, oui. Alors le vendredi 8 décembre à l'Archipel à 9h30 et à Sonis le jeudi 14 décembre 10h et 14h30 ainsi que le vendredi 15 décembre à 14h30. Voilà, plein de dates pour aller voir ce spectacle qui a l'air vraiment très éclectique et novateur, donc ça donne envie d'y aller. J'espère que vous allez venir. J'essaierai avec grand plaisir. On va conclure cette émission aujourd'hui avec petit retour sur l'actualité qu'on a développée. On a eu cette réunion avec l'usine d'équarrissage du Lamentin où ces riverains ont eu gain de cause justement sur la fermeture de cette usine qui provoquait plusieurs désagréments, donc avec des odeurs nauséabondes. Un audit est en cours pour permettre de mettre aux normes ce qui a besoin d'être. Il y a eu aussi l'ouverture du pont de la Ravine Source, donc entre Trois-Rivières et Capesterre, donc un ouvrage qui a été rendu donc pour permettre de désenclaver cette partie sud du sud Basse-Terre. On a vu aussi la fête de Saint-André à la paroisse de Mornalo, l'occasion de célébrer donc ce saint patron. Au niveau des invités aujourd'hui, on a eu notre chronique de l'eau en toute sauce avec Ismar Auguenin, Jacques Davila qui nous ont parlé de ce problème de l'eau et des perspectives pour résoudre cette crise. Avec Marilène Ferdi, on est revenu sur une chronique qui avait déjà été enregistrée et avec Florence Napri. Il a été aussi question de Simone Chandler qui est venue pour parler de son problème foncier agricole. On a eu monsieur Sylvain Cural qui nous a parlé des manifestations en lien avec le Téléthon et toutes les fêtes liées à la Sainte-Barbe pour les pompiers. On vient de voir avec Samuel Cazoumon le parcours Toltec et avec Myriane Baldus le spectacle qui aura lieu Fosse à Casla, donc dès demain. Voilà pour l'émission, donc plein de choses à faire ce week-end. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas déjeuné et on se retrouve lundi. Voilà, bonne journée.